Les denrées vont baisser. Oui, est-ce que le gouvernement baisse le carburant pour le bonheur des transporteurs ou bien pour sa population? C'est pour sa population. Donc si c'est pour la population, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Pour que vous avez des associations de consommateurs, les présidents sont là. Écoutez, vous savez, il y a beaucoup d'auto-associations qui sont associations de consommateurs, mais en réalité qu'on ne connaît pas du tout. Non, ils sont là. Ils sont là. Ils vont saisir. Qui votent pour eux, ils vont se battre pour que le transport. Comment ça a été formé, on ne sait pas. D'accord. Voilà. Ils vont se battre pour que le transport baisse cette fois-là. Moi, je suis optimiste. Patrick Ndiaka, on ne vous a pas encore dit bonjour. Bonjour oui. Patrick. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos internautes fidèles. Voilà, la CAN se poursuit. Vous nous permettez d'être à jour concernant la CAN 2015. Ça s'est trop bien passé ce week-end, à l'instar de M. Seydina en couleur nationale. Nous avons assisté à de grandes rencontres, en tout cas les meilleurs du tournoi se sont rencontrés en quart de finale. À partir du samedi à 31 janvier, nous avons eu l'occasion d'assister à la rencontre entre le Congo-Brazza contre la RDC. C'était un match costaud parce qu'au départ, les Congolais ont mené 2-0, se sont fait rattraper par les Brazzavillois, par les Kinshasa, les habitants de Kinshasa. Et finalement, se sont imposés sur le score de 4-2. Ensuite, nous avons assisté à la deuxième rencontre dans la soirée. Il s'agissait du pays organisateur qui jouait contre l'équipe tunisienne. C'était un autre match intéressant parce que pour la première fois, la Guinée équatoriale s'est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant face à l'équipe tunisienne sur le score de 2-1. Il faut préciser que cela a été une fête plus que nationale parce que le Nzalang national s'est transcendé pour remporter ce match. Ensuite, le dimanche, c'est-à-dire hier, nous avons assisté à la première rencontre qui opposait l'équipe du Ghana, les Black Stars du Ghana. Il faut préciser qu'ils sont revenus en puissance après avoir commencé très mal la compétition. Les Black Stars ont pu se qualifier pour les demi-finales en s'imposant contre l'équipe guinéenne tirée au sort, il faut le préciser, sur le score de 3-0. Et le match le plus attendu pour la nation ivoirienne, c'était bien sûr l'équipe de la Côte d'Ivoire qui était opposée au Phoenix d'Algérie, qui était cité pourtant comme les favoris de cette compétition, se sont inclinés hier face aux éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. Chapeau aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Patrick Ndiaka. À titre d'information, vous-même vous changez les images. Comment vous faites là? C'est la magie. Ça bouge. Voilà. Très bien. On était au Studio B hier, avant le match. Voici les propos des supporters et aussi des présentateurs du plateau concernant la CAN. Pour le match Côte d'Ivoire-Algérie, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu que la faveur soit avec nous, qu'il agit au niveau des joueurs pour qu'on puisse marquer bien. La Côte d'Ivoire doit gagner l'Algérie 2-1. En tout cas, depuis le premier jour, je crois toujours. La coupe est cette année ivoirienne et la coupe sera en Côte d'Ivoire. La Côte va gagner 2-1, je crois bien. Parce que les Algériens, c'est une équipe à craindre aussi. Mais nous savons que nous, on gagne toujours. Et je pense que la Côte d'Ivoire sortira ce soir avec une victoire. Pour ce quart de finale, on va voir une équipe de Côte d'Ivoire combative. Déjà, il faut que l'entraîneur aille dans le sens où il est en ce moment, où il a trouvé un semblant d'équilibre au niveau de l'équipe. Il faut que Yaya vienne derrière, il ne faut plus aligner Sérédier, Tioté en même temps. Donc c'est des éléments sur lesquels on peut se fonder pour prendre à défaut cette équipe d'Algérie. Général Colbert, toujours Le match Côte d'Ivoire-Algérie, ce sera un match difficile certainement. Et on espère que la Côte d'Ivoire pourra se qualifier pour les demi-finales.
Alors les clés de la qualification concernant ce match contre l'Algérie, ce sera toujours de la rigueur, de la concentration, une vitesse d'exécution dans le jeu, bloquer les couloirs parce que l'Algérie est très forte justement dans ce jeu de couloirs, aller de l'avant, être efficace devant les buts et participer véritablement aux tâches défensives et gagner cette bataille du milieu du terrain. Donc il est certain que la Côte d'Ivoire ne part pas favori, mais elle peut parfaitement gagner ce match à partir du moment où elle est décidée à le faire, où elle peut se battre jusqu'à la 90e minute. Et c'était avant le match. Voilà, l'optimisme, ça déclenche des bonnes nouvelles. Le résultat, vous le connaissez, la Côte d'Ivoire part en demi-finale. On se rapproche de notre sujet du jour, tout en faisant un pas en arrière. La semaine dernière, la question était la suivante. Que reste-t-il du pouvoir de la chefferie traditionnelle à l'heure actuelle sur le continent africain? Réponse. Le chef traditionnel, tel que désigné par l'administration, n'est pas le chef traditionnel de notre culture. Parce que le chef traditionnel a toujours existé. Je dois préciser qu'on parle des traditions par rapport à la pensée ou à ce qu'on avait l'habitude de faire qui est transmis de génération en génération. Donc, en parlant des chefs traditionnels, dans notre situation actuelle, je ne crois pas qu'on parle de la même chose. Parce que quand le colon est venu, nous avions nos procédés pour transmettre la chefferie. Quand il y a des conflits, on a besoin de ces messieurs. Parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à peu du contraire, bien vrai que les chefs traditionnels n'ont pas des autorités en tant que tels, mais sur le plan moral, ils sont encore écoutés par la communauté. Voilà, parce que moi, je peux refuser quelque chose aux députés, je peux refuser quelque chose au maire, mais si c'est mon chef vraiment qui m'appelle, ça sera difficile pour moi de refuser cela. Dieu merci que j'ai un respect pour la tradition. C'est pour ça que je disais que pour que les chefs traditionnels puissent rentrer véritablement dans leurs fonctions, il faut qu'on puisse faire ressortir certaines valeurs traditionnelles qu'on a pour les mettre, pour les promouvoir. Voilà. Il faut créer des garde-fous pour qu'on garantisse la place des chefs et leur autorité. Et il faudrait qu'on définisse leur rôle et leur devoir. Il faudrait qu'eux-mêmes, dans la Chambre des chefs doit être comme le Sénat. On a vu plusieurs pays africains qui essaient de créer un Sénat. Mais le Sénat qui va s'occuper de penser à la cohésion sociale et à la transmission des valeurs culturelles. Nous allons donner la réaction de M. Franck, le milliardaire, qui nous dit « La chefferie traditionnelle ne peut fonctionner avec l'administration car l'administration arrache tout pouvoir au chef. » Il est du même avis que nos chers téléspectateurs qui ont parlé dans le micro-trottoir. Théophile, lui, pose beaucoup de questions. Il nous dit « Bonjour à tous, écoutez, demandez au chef que pense-t-il des découpages territoriaux. Par exemple, le Yakuba de Tabou se sent-il plus lié au BT de Gagnoa qu'au Yakuba du Libéria? Le royaume de l'Indénié et du Kranjabo, il nous parle du 108, à l'est de la Côte d'Ivoire, ne s'étend-elle pas jusqu'au Ghana? Que pense-t-il de la notion de nationalité et de la notion de patriotisme national et africaine? Les chefs traditionnels peuvent être un rouage pour réussir son administration des populations. Bien, merci. Retour sur ce plateau 22 42 54. Vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger et aussi facebook.com/on garde le contact. Et si vous nous suivez entre midi et 2, c'est sûr et certain que vous suivez l'émission en direct. Le téléphone et Internet vous seront utiles. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter un regard sur le sujet. Le sujet du jour concerne les effets, sinon l'impact de l'octroi des privilèges aux chefs traditionnels par certains gouvernements sur le continent africain. Il y a quelques remous. Si c'est le cas, autour de vous, vous pouvez nous signaler cela et ensemble, on essaiera d'attirer l'attention sur ce qu'il faut faire pour éviter de faire de la destitution gratuite, faire de la délocalisation de chefferies ou encore faire de l'usurpation. À tout à l'heure. Le village a raison de leur numérer par mois, c'est une bonne chose, parce que dans la mesure où les chefs sont restés longtemps sans per diem, je crois que c'est une bonne chose. Aussi, les chefs de village et toutes nos régions sont organisées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il appartient à chaque région de savoir choisir son chef
et qu'en sorte il n'y ait pas de palabre, qu'on n'usure pas, qu'on n'aille pas choisir quelqu'un qui n'a rien à voir à la chefferie pour venir parce qu'il a entendu qu'on doit payer, qu'on prenne son cousin, son frère, son neveu, qui n'a rien à voir avec la chefferie pour venir prétendre être chef, pour envoyer des palabres dans le pays là où il ne faut pas. Et je dis bien depuis le temps des temps, toutes les tribus, toutes les régions de Côte d'Ivoire sont organisées au niveau de la chefferie, de la tradition, et donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Malheureusement, j'entends par-ci et là souvent qu'on vote des chefs de village. Je pense que pour l'Africain je suis contre cela. Il faut faire en sorte que chaque nation, chaque village, chaque canton puisse choisir librement son chef et qu'il puisse bénéficier du per diem qu'on va leur donner afin d'éviter que des gens qui n'ont rien à voir viennent s'aimer le trouble et mettre encore le pays dans des problèmes. En conclusion, je voulais interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour ne pas s'ingérer dans le choix des chefs au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si l'État s'interfère et donne comme il le souhaite ou choisit lui-même les chefs, ça va poser des problèmes. La seule façon d'éviter les tricheries, c'est que l'État laisse faire les villageois eux-mêmes et les tribus pour choisir leur propre chef de village. Pour éviter que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être chef soit élu chef, je veux que l'élection des chefs soit bannie. Je suis du centre. Chez nous, le chef n'est pas voté. On est chef. On est chef et on reste chef jusqu'à ce que la mort vienne te chercher. Même quand bien que tu sois malade, 50 ans, 60 ans, tu peux être dans la maison, on peut te remplacer physiquement. Mais quand il y a les grandes décisions, on va te consulter et on vient mettre, comment on appelle, ce dont pourquoi on allait te consulter au grand jour. On ne peut pas passer outre toi. Donc, l'élection des chefs dans les villages maintenant, moi je ne l'apprécie pas, je ne cautionne pas. Je veux que ça soit banni. Retour en plateau 22 42 54 téléspectateurs en ligne. Le Kofi Toussaint est à la réalisation avec Miss Thio et l'on salue toute l'équipe qui travaille de ce côté-là. Monsieur Assalé, s'il est encore en ligne, pourra rentrer en connexion avec le plateau. Assalé, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous écoute. Merci d'être avec nous et veuillez nous excuser pour le temps que vous avez pris au standard. Je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir sur l'émission. Donc, moi, j'appartiens à un village et je voudrais féliciter l'État par rapport à la chefferie en Côte d'Ivoire. Et dans les articles, quelque part, ils ont noté que chaque peuple, selon sa façon d'installer un chef, il faut qu'on en tienne compte. Oui. Donc, ce n'est pas la chefferie qui édite, ce n'est pas plutôt l'État qui édite les lois pour que les chefs de village s'en infèrent. Par conséquent, les interlocuteurs qui sont avec vous, je crois qu'il y a trop de philosophie. Ils ont trop peur et je crois que ils ont peur. Vous dites qui gâtent la chefferie en Afrique, ce sont les politiciens dans les grandes villes où on s'en va créer des chefs de communauté. C'est là-bas que la politique prend forme. Sinon, effectivement, même les chefs de village, il y en a beaucoup qui ne sont pas nantis. Mais ils sont respectés parce que selon les coutumes, on les a installés. Et je pense que l'État fait bien de dire que tant que on ne suit pas les lois du terroir, alors on ne peut pas installer un chef. Une fois que la communauté est d'accord, alors on conclut par un arrêté. Moi, je crois que c'est dans ce sens. Effectivement. Parce que ceux qui sont dans les villages, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des problèmes? Les gendarmes qui viennent, ils prennent les enfants. On en a vécu plusieurs comme ça. Mais il y a eu des peuples où même la prison n'est pas conseillée. Mais tout ça, ce sont des richesses culturelles. On doit s'en refaire au lieu d'avoir peur que, d'ailleurs, ce sont les colons qui ont installé les cantons. Il y a des cantons, ce sont les colons. Donc on doit voir clair. Parce que dans chaque peuple, il y a des tribus. Et les tribus reconnaissent traditionnellement leurs chefs.
Alors, je voudrais dire à nos interlocuteurs de faire beaucoup attention et je les remercie pour leur intervention. Mais ils n'ont qu'à essayer de voir ça pour pas qu'ils aient peur. Effectivement, on peut aider l'administration dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chacun selon ses coutumes, selon sa tradition, et c'est ce qui est fait normalement. Et je pense que l'intérêt que vous portez à cette émission nous encourage à aller dans le bon sens. On va commencer donc par Diop aujourd'hui, pendant qu'il y a un autre téléspectateur au standard. Diop, l'octroi des privilèges est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. En même temps, je voulais faire une petite parenthèse autour de ça. Il ne faut pas croire que les chefs des villages, c'est des gens qui sont en quête d'emploi et qu'un salaire ou bien des conditions de vie peuvent changer leur façon de voir les choses. Parce que depuis très longtemps, on insiste là-dessus. Et nous, je pense que dans le sujet d'aujourd'hui, c'est comment garantir, comment faire les garde-fous. Voilà. Déjà, les chefs sont installés. Donc, il faut respecter, s'il y a des chefs qui doivent changer, c'est selon la tradition, comme on l'a toujours dit. Maintenant, Dr Gabriel avait parlé de la Constitution, parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on signe des décrets présidentiels ou bien des décisions de conseil de ministres, et puis quand il y a un nouveau gouvernement, c'est pas sans danger. Lui, il balaie tout ça du revers de la main. Je pense qu'il faut Gabriel, autre chose. La main qui fait peut défaire. Naturellement. Voilà. D'où l'angle de la Constitution, ça peut inquiéter un tout petit peu. Non, pas d'inquiétude, mais moi je pense qu'il faut, quand on engage une idée, une démarche, il faut aller jusqu'au bout. Très bien. Pour que cette démarche-là porte son sceau. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on soit non plus accusé à tort, alors que, disons, la démarche qu'on a engagée est une démarche noble. Moi, je dis que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un souci tout à fait normal. Rendre, disons, la chefferie traditionnelle ses prérogatives qui lui sont reconnus depuis des temps multiséculaires. Ça, c'est une très bonne chose. Mais dans le même temps, comme nous sommes dans une période d'évolution, une période de modernisation, il faut mettre naturellement des garde-fous pour que demain, cette idée noble-là ne soit pas encore balayée ou alors interprétée autrement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'avis que la chefferie traditionnelle telle qu'installée avait pour but essentiel de déstabiliser nos sociétés. Alors, si nous nous approprions ces concepts-là, il faut que nous restituions les choses dans leur rôle naturel et selon l'histoire. Tout à l'heure, on reviendra à vous pour un cas pratique et ensuite Seydina aura la parole. Le temps pour nous de nous rendre du côté de Songon. C'est sur l'axe Abidjan-Dabou. Monsieur Joël est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci. En fait, j'aimerais bien faire. Depuis l'arrivée des colons en Côte d'Ivoire, la chefferie elle-même a disparu de l'esprit des Ivoiriens, en quelque sorte des Africains. Vous démontrez cela comment? Depuis l'arrivée du colon, la chefferie a disparu dans l'esprit des Africains ou des Ivoiriens? Au fait, allô? Oui, vous êtes en direct. Au fait, quand un chef qui est dans sa localité et qui se dit toutes les décisions qu'il prendra ne peut pas aboutir. Parce que au sommet, il y a l'État. Et ensuite, c'est par les votes que l'on choisit le président de la République. Alors qu'avant que les colons de choses arrivaient, il n'y avait pas de président de la République. Et ces chefs-là, qui étaient en quelque sorte comme des rois. Quand un chef prend une décision, elle est prise. Mais aujourd'hui, dans un village, un chef dit non, moi aujourd'hui, je prends telle décision, le monsieur de l'air, il dit au chef, si tu n'arrives pas à régler, moi, je vais devant. Il y a la justice qui arrive dans les villages. Alors qu'avant, le chef, il a même temps eu la justice. Tout le pouvoir était concentré entre les mains d'un seul homme qui était le chef, donc il était écouté. Et selon vous, la colonisation est venue fragiliser le pouvoir du chef. C'est ce qui crée le problème aujourd'hui. C'est ça selon vous? Oui. Voilà, la semaine dernière, nous en avons parlé. Aujourd'hui, on est précisément sur les garde-fous.
comment faire, comment s'arranger pour ne même pas qu'il y ait, je vais dire, d'institutions, de quelqu'un qui est légitimement installé, délocalisation d'une chefferie au nom des intérêts et autres. Alors, Seydina Chérif Ahmed, le cadeau il est là, et il n'est pas empoisonné, mais il faut savoir, je veux dire, l'utiliser. Hein? Bien sûr. Je pense que pour moi il y a deux choses. Hein. Il faut que les chefs qui seront qui sont choisis par leur communauté soient dignes aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se laissent manipuler. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Il n'y a pas d'élection. Ils sont déjà là. Oui, c'est ce que s'ils sont choisis par la coutume de leur communauté, il faut qu'ils soient dignes aussi. Diop vient de dire quelque chose qui est très important. Ce n'est pas des gens, entre guillemets, des commandeurs d'argent. Voilà, c'est l'État qui veut naturellement, moi je ne parle même pas d'octroi, naturellement reconnaître la valeur parce que les chefs, en dehors d'être des individus comme nous, sont des pouvoirs, hein, même que ce soit pouvoir moral ou spirituel. Ils ont été investis d'autorité et on croit absolument à ces chefs. C'est ce que le colon a constaté, hein, qu'il a déstabilisé le chef. Justement. Donc il faut que ceux qui aujourd'hui sont en train de prendre des décisions pour réhabiliter ces chefs-là aussi, respectent aussi les chefs. Très bien. Voilà, respectent les chefs. Une fois qu'eux-mêmes donnent leur respect aux chefs et que les chefs aussi restent dignes, je pense que tout peut aller pour le bien. Comme moi je le disais, si je proposais la dernière fois, en dehors de la Constitution où le doyen a demandé, il faut que la Chambre des chefs soit la deuxième institution après la présidence. Ça, c'est une suggestion. C'est une suggestion. Salut à tous ceux qui nous suivent depuis le pays profond. Désormais, vous pouvez voir ces programmes 24 heures sur 24. Docteur Gabriel, un cas pratique de votre région. On a 50 secondes. Est-ce que, voilà. Bon, je voudrais simplement dire que il y a un souci qu'il ne faut pas occulter. Bon, les cas pratiques, je n'ai pas envie de choquer. Sinon, dans tous les villages, c'est pratiquement le même cas. Mais je voudrais simplement attirer l'attention sur un aspect. Aujourd'hui, auparavant, avant l'arrivée des colons, les villages étaient monocolores. Quand on est dans un village Dida, c'est les Dida. Quand on est dans un village Agni, c'est des Agni. Les Sénoufos, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, il y a un mixage des populations. Et on constate que dans nos villages, il y a des chocs générationnels, il y a des chocs culturels, il y a des chocs religieux. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui, quand elles sont dans un village, ne se reconnaissent pas dans le chef établi par la population du terroir. Il y a même dans la population du terroir une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans le pouvoir du chef parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il y a dans le village une communauté flottante qui se reconnaît dans les chefs religieux, chez l'imam, chez le pasteur, chez le prêtre. Donc le problème, il est éminemment important. On peut beau se réjouir, mais la réalité est qu'il faut prendre tous les aspects en compte. Si cela n'est pas fait et n'est pas établi par une loi acceptée par tous, je pense que nous allons tout droit dans le mur. Ça ira, espérons. Merci beaucoup, Dr Gabriel. Merci à vous, téléspectateurs. Cette émission a été réalisée par Luku Kofi Toussaint. Vous pouvez la revoir à 23h30 en temps universel. Les images étaient les affaires de Mme Dendane Khadidia Ibrahim et Bonfils. Ici, tous les chroniqueurs ont été très heureux d'être avec vous. Patrick, demain, on pourra prendre les réactions sur la toile. Ils sont nombreux. Tiemoko a écrit, Saïkouma a également écrit. Ils sont très nombreux à réagir. Et les programmes de RTU 2 se poursuivent. Merci de votre attention et à demain 13h15. Ne jamais baisser les bras, toujours travailler. Aller droit au but, ne pas écouter les ragots. Aller toujours plus haut, gagner son pain. Dans le travail, il faut persévérer. Ne jamais